Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Dans une famille recomposée, l'enfant qui est né en premier, qui donc est l'enfant séparé, il vit avec son petit frère ou sa petite sœur qui lui a ses deux parents. Ouais. Et donc c'est pas très juste en fait, la vie n'est pas juste. Moi je dis toujours à ma fille pour amortir le truc, c'est de lui dire bah oui mais en fait la vie n'est pas juste. Donc je dis ça à mon fils. En aussi. effet, la vie est injuste. et c'est pas facile. Et j'ai toujours pensé que c'était pas facile pour elle de. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais là je visualise et je me dis ouais c'est clair. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donnent un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Être parent, c'est déjà complexe, mais alors lorsqu'il faut reformer une nouvelle famille avec de nouveaux enfants, une toute nouvelle dynamique arrive. Recréer du lien, trouver l'équilibre et fixer des règles qui conviennent à tout le monde, ce n'est pas forcément simple. Des conflits peuvent naître au sein du couple et dans la nouvelle fratrie. On en parle maintenant avec nos invités. Et dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, avec nous pour nous accompagner, Amal et son conjoint Emmanuel. Bonjour à vous deux. Bonjour, salut Romain. On parle donc aujourd'hui de la famille recomposée, alors qu'une ambulance est en train de... c'est dès que tu commences un podcast, c'est là que t'as des sons bizarres, quoi. Je te jure, c'est un truc de fou. J'adore. Quand même. Mais on va le garder quand même. Et pour ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, donc, dont le sujet est la famille recomposée, avec moi, Elodie. Salut Elodie. Salut à tous. J'ai cru qu'il y avait encore l'ambulance qui en passait. Tu entends des voix, Romain. Alors, on va vous laisser vous présenter pour nos auditeurs, pour les auditeurs de Parents pas parfaits. On va être galant. On va commencer par Emmanuel. J'adore. Ah, c'est bien. Romain, tu apprends, c'est bien. Tu apprends d'épisode en épisode. Parce qu'à chaque fois, je arrive, je dis bah non, il n'y a pas besoin d'être galant. Hein. C'est ça. Donc, on va vraiment commencer par Emmanuel pour la présentation aux auditeurs de Parents pas parfaits. Bonjour Emmanuel, présente-toi. Salut Romain, voilà, je m'appelle Emmanuel, j'ai 51 ans déjà et je suis graphiste publicitaire, directeur artistique dans le design graphique, indépendant. Voilà, depuis très longtemps maintenant. Et papa d'une jeune fille de 7 ans depuis juillet dernier et surtout beau-papa d'une jeune fille de 16 ans maintenant. Okay, donc que j'ai connue à l'âge de 3 ans et demi. D'accord, donc 7 et 16, non. 7 et 16, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. 7 et 16. 7 et 16, voilà. Ouais. Charlotte, 7 ans, Juliette, 16 ans. Ça se ressemble. Ouais. Et avec nous, de l'autre côté du téléphone, nous avons Amal. Alors Amal, toi, tu connais Emmanuel un petit peu, du coup? Voilà, donc Emmanuel, c'est ma moitié, c'est mon conjoint. Ouais. Et donc moi j'ai 45 ans et j'ai donc les mêmes filles que lui. Donc Juliette qui est ma fille, qui a 16 ans, et Charlotte qui est ma deuxième fille que j'ai eue avec Emmanuel qui a 7 ans. Oui, du coup, bah oui. Okay, bah oui, parce que j'étais en train de dire. Pourquoi elle redonne les prénoms bien. En fait, Emmanuel, il a une autre femme entre deux et qu'un autre. Oh, non, je comprenais pas. Ok. C'est bon, on a deux filles, ouais. On s'est rencontrés, en fait, il y a 13 ans, Emmanuel et moi. Ouais. Et à l'époque, j'avais Juliette qui avait 3 ans. D'accord. Et ensuite, 6 ans plus tard, on a eu notre petite Charlotte ensemble. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux nous raconter justement cette rencontre de ton point de vue avec donc Amal qui était maman déjà d'une petite fille et toi, t'étais pas encore papa. Comment est-ce que ça a été facile du coup de devenir beau papa, parce que tu as dû devenir assez rapidement, j'imagine, avec un tout petit comme ça. Enfin, dis-nous. Bah écoute, ça a été effectivement pas si facile que ça. C'est pas un projet forcément que j'avais anticipé. Et quand Amal s'est présenté, quand on s'est croisés, quand nos parcours se sont croisés et que l'idée a été de poursuivre notre chemin ensemble, bah la question s'est forcément naturellement posée et ça a été assez vertigineux, je dois reconnaître. Pour être honnête, je pense. T'avais quel âge, Emmanuel, du coup, toi, presque 40 ans? Non 40, oui, passé déjà même. Exactement, je suis pas très bon en date. Non, j'allais dire 38. Si mes calculs sont bons, ça doit être un peu. Non, il y a 13 ans, t'avais 38 ans. Voilà, il a arrondi, quoi, 40. Oui, c'est ça, voilà. Autant les femmes, c'est juste, faut pas se tromper, alors que nous, on arrondit toujours un peu au-dessus. C'est comme quand à la naissance, tu vois, mon conjoint, il dit, elle pesait 3,2 kg. Je dis non, elle pesait 3,20 kg.
Ça, c'est Non, pas la même j'avoue, chose, je suis pas quoi. très bon à ce jeu-là. J'avoue. Je te charrie. Ouais, j'avoue non, que 180 grammes, quand ça doit passer, oui, on les sent. Ouais. Ouais, non, mais même sur un poids de 3 kilos, ça a son importance. Mais du coup, 38 ans, et t'avais pas de projet d'enfant ou l'occasion s'était pas présentée plutôt? Si j'aurais aimé avoir des projets plus tôt, ça s'est pas fait. Et quand j'ai rencontré Amal, j'ai pas su tout de suite qu'elle était maman. Moi, j'ai su très rapidement. Hein. Mais là, à partir du moment où je l'ai su, ça m'a mis un peu la pression parce que par rapport à d'autres histoires, je me suis dit que là, j'avais pas intérêt à me planter. Ouais, t'avais donc pas je crois que je me suis mis la pression. Ouais, ça rajoute une responsabilité. Voilà, je me suis peut-être mis un peu la pression et j'ai mis un petit temps quand même avant de rencontrer ma belle-fille. D'accord. Un petit temps, quelques mois. Ouais. Et j'avoue que différentes choses ont fait que j'étais très hésitant. Amal a été très patiente, on va dire, et que un jour j'ai rencontré ma belle-fille. Et là, ça a été un vrai coup de cœur. Honnêtement, un vrai coup de cœur. Et d'ailleurs, un ami qui nous a présenté a vu dans mes yeux que ça devenait sérieux pour moi, quoi. Ouais, il l'a vu dans tes yeux. C'est souvent dans les yeux qu'on... Non, mais tu dis ça, mais c'est vrai, c'est souvent dans les yeux qu'on voit les vraies émotions. T'étais très hésitant. Et pourquoi tu dis j'avais pas intérêt à me planter? Ça te mettait la pression? Tu disais qu'avec une mère de famille, t'avais moins le droit de déconner qu'avec une femme qui était peut-être pas mère. Enfin, t'avais une vision différente des choses ou... Oui, Ouais. Pour être plus clair, j'étais dans une période où j'étais plutôt pas toujours sérieux. Enfin, j'avais plus envie de m'engager. Voilà. Ouais, ok. T'avais eu des blessures qui faisaient que... Voilà, un parcours, des longues histoires, des courtes histoires, et là j'étais plutôt en mode freestyle que sérieux. Bah, il s'amusait. Et que quand il faisait le fou. Ça c'est le versus politiquement correct. Le vrai versus, c'est mode protection plutôt. Ouais, enfin bon. Envie de m'éclater un petit peu, quoi. Ouais, ça c'est la version mec, mais au fond, c'est aussi de la protection. Sérieusement, je pense que j'avais été un petit peu échaudé. Voilà, c'est ça. J'étais déjà très impliqué dans une passion qui me prenait beaucoup, avec laquelle je voyageais un petit peu, et puis j'avais mon équilibre de vie, c'était solo, ça m'allait très bien. Ouais. J'habitais à Paris, à Odéon, dans le centre de Paris. Ouais. J'avais mon rythme déjà d'indépendant. En directeur artistique, des soirées à droite, à gauche. Ça n'a pas été simple au début de me dire qu'il fallait que je passe que je passe à autre chose. Ouais. Mais les yeux de cette petite fille et de cette Amal ont renversé ton cœur. Oui, Amal avant tout et Juliette a remis une bonne couche. Oui. Et alors toi, Amal, comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que c'est du côté d'Emmanuel, mais forcément toi t'as vécu les choses différemment. T'avais un autre quotidien avec une petite fille de 3 ans. Hein. Bah moi en fait quand j'ai rencontré Emmanuel, j'étais aussi un peu en mode freestyle parce que ma fille je l'avais qu'une semaine sur 2 de peu. Alors n'en dis pas plus, on a bien compris qu'il y avait une semaine sérieuse et une semaine c'était wouhou. Ouais, c'est ça en fait, ça faisait quelques mois que j'étais célibataire. Ouais. Et en fait quand j'ai rencontré Emmanuel, j'ai eu un vrai gros coup de cœur et lui en fait très vite il m'a mis un stop en me disant en gros mais ce qu'il vient de dire c'est qu'il voulait pas s'engager et que voilà, il s'est rendu compte en fait qu'avec moi ça pouvait être sérieux, moi j'étais mère de famille, etc. Donc très vite il m'a dit je suis pas prêt à m'engager. On va rester copains, on s'arrête là quoi. Et c'est dur de rester copain quand tu rencontres quelqu'un et pour qui t'as du moi désir, j'imagine. J'avais un vrai coup de cœur, pour moi c'était un vrai coup dur en fait quand il m'a dit ça. Et en fait par notre copain qui nous avait présenté, en fait, on s'est revus 2 mois après. D'accord. Et en fait, ce jour-là, il y avait ma fille. La fois où on s'est revus. Donc, c'est-à-dire pendant 2 mois, que je comprenne bien, 2 mois, vous coupez un peu, vous vous côtoyez pendant quelques mois et vous on s'est côtoyés très peu de temps. D'accord. Même pas quelques mois. Donc plutôt quelques semaines. Très rapidement, il m'a dit bon, écoute, en fait, moi, je veux pas m'engager, etc. Donc, on arrête de se voir. Okay. Et en fait, quand on s'est revus avec nos copains communs, j'étais avec ma fille et en fait, j'ai vu dans le regard d'Emmanuel ce soir-là. Donc, c'est vraiment comme il disait en fait, il est un peu tombé amoureux de ma fille, je pense. Donc, à travers ma fille, il a vu autre chose de moi, je pense. Il s'est dit, tiens, en fait, c'est j'aime joli bien tout le ça. package, quoi. Ouais. Mais alors, heureusement que tu étais avec ta fille, parce que sinon, peut-être que l'histoire aurait jamais démarré, quoi. Alors, honnêtement, je me suis demandé, Alors, moi, d'extérieur, je pense que si.
Alors ça a dû aider, moi je pense que je sais pas, Emmanuel va nous dire, mais je pense que pendant ces 2 mois-là, il a pas jamais pensé à toi. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que t'es pas totalement sorti de sa tête. Ça va être l'occasion que Emmanuel moi nous dise. sur le moment, j'ai eu vraiment l'impression que ça avait débloqué un truc quand il a vu Juliette et que il s'est dit, en fait c'est sympa quoi. Elle est trop mignonne. Puis il a eu un vrai coup de cœur pour elle, et puis il disait qu'il avait une passion. Alors Emmanuel est des jongleurs et donc il lui a fait un petit show. Il y avait vraiment un truc de regarde, je jongle et tout. Donc c'était. Donc elle devait être hyper contente. Il s'est passé un truc. C'était une soirée en fait. C'était une soirée dans un squat artistique et c'est vrai qu'on avait fait un petit peu le show avec l'ami qui nous a présenté pour ma belle-fille. Génial. Donc Emmanuel, il n'y aurait pas eu sa fille. Tu penses que vraiment, tu n'aurais pas réaccroché sincèrement aujourd'hui? Tu peux nous le dire. Attention à la réponse quand même. Je sais pas si j'ai la réponse vraiment honnêtement. Mais je pense pour revenir à cette dimension de famille recomposée, que peut-être que ce qui m'a fait peur m'a avec le recul plus rassuré. Dans le sens où effectivement j'étais pas sérieux moi-même, je cherchais peut-être de la stabilité, du sérieux, et peut-être qu'avec le temps, je dois reconnaître que sachant Amal maman, je me suis dit que elle allait peut-être être un petit peu plus sérieuse que les autres. Voilà. Donc c'est une espèce d'ambivalence étrange. Non mais parce que je dis ça, alors ça peut paraître un peu gnangnan, mais Romain il dit c'est éclaté, c'est vrai qu'on a toujours cette image de là, il vit dans Paris, il sort tout le temps. Au fond on reste des êtres humains et parfois le fait de s'éclater, pas s'attacher, souvent ça cache j'ai pas cette voix quand même. Non mais mais ça cache l'envie aussi de pas souffrir. Enfin je veux dire clairement quand tu dis ok moi je m'engage pas, je m'investis pas émotionnellement, c'est aussi la sécurité de pas souffrir. Bien sûr, tu t'accroches pas. Voilà. Et quand tu rencontres une femme au-delà, moi c'est mon analyse et ça n'engage que moi. Je pense que quand tu rencontres quelqu'un pour qui tu sens, parce que hommes et femmes, tu sens très vite si tu peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un, ça prend pas des lustres souvent. Hein. Et donc quand tu sens que possiblement quelqu'un peut te faire vaciller et qu'en plus tu peux pas déconner derrière quoi. Du coup c'est plus simple aussi de dire ok je retire mes billes, là c'est trop dangereux, je suis pas encore tombée, j'ai pas envie de tomber dans le trou, tu vois. Et en fait peut-être que oui en effet en la revoyant il y a quelque chose qui s'est réactivé parce que tu as vu que c'était joli, que tu pouvais peut-être la rendre heureuse en jonglant et autres, cette maman et cette petite fille, je pense. J'imagine. Mais clairement, on est en train de t'imaginer. Clairement, je suis passé du mode autodéfense au mode lâcher prise complet. C'est ça que je veux dire. Vas-y, lâche prise et vis le truc tel qu'il se présente. Mais je savais qu'à partir du moment où je m'engageais, je suis quelqu'un quand même d'un naturel assez loyal, assez sérieux. Mais je me suis dit quand même que fallait pas que je déconne quoi. Ouais. Puis je pense que les yeux de cette petite fille, ce qui s'est joué dans vos regards à tous les deux, c'est. Enfin bref, moi les enfants, je pense qu'ils ont ce truc qui fait que t'es obligé d'être vrai avec eux, tu vois. Ils t'obligent en fait à une forme de. Tu peux pas être faux avec un petit. Eux, ils le sont tellement déjà aussi. Ils le sont tellement vrai que pour le coup, là, tu peux pas jouer, tu peux pas faire semblant. Et donc, voilà. Bon, c'est très joli en tout cas cette rencontre. Hein. Voilà, c'est une très belle, très émouvant, je trouve. Et ensuite, alors, cette soirée, du coup, hop, ça y est, il s'investit. Et comment ça se passe les mois qui suivent, les semaines qui suivent? Comment ça se goupille entre vous, Amal? Et après on a eu une période vraiment de jeune couple en fait où ma fille elle allait 1 semaine sur 2 chez son père, on se voyait beaucoup ces semaines-là. On se voyait pas forcément autant quand elle était là, donc ça on y est allé progressivement et après on a fait beaucoup de choses avec elle au fur et à mesure du temps. Ça s'est bien passé entre eux du coup tout le temps facilement. Au début oui, en tout cas quand elle était petite, c'était simple parce que Juliette elle avait envie aussi que ça se passe bien, je pense comme une petite fille de 3 ans, donc elle était assez joueuse avec lui, etc. Après quand elle a grandi, ça a été plus difficile pour elle parce que plus elle a intellectualisé les relations aussi. Fallait qu'elle trouve la place d'Emmanuel dans sa vie, qu'elle trouve aussi elle sa place. Et le fait, je pense, d'être en garde alternée, d'aller et venir d'une maison à l'autre, c'est pas évident pour les enfants. Donc toutes les semaines, faut se réadapter à un nouvel environnement. Donc ça pour moi, ça a été, je pense,
un des points le Compliqué. plus difficile. Parce que Et du coup, puis, son papa avait une nouvelle conjointe ou Ouais. aussi. Ouais, donc Ouais, il y avait ils des avaient deux une, côtés des beaux-parents. Avec des enfants aussi, c'est du coup, ça. de l'autre côté. Et ils ont eu un enfant quelques années après, ouais. Hmm. Un fils, mais un peu avant que nous, on ait Charlotte. Mais D'accord. bon, Juliette avait déjà, je crois, 7 ans quand il est né. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'elle a dû beaucoup faire preuve d'adaptation, en fait, tout le temps. Elle devait s'adapter, d'un côté à la femme de son père, de l'autre côté à Manu. Ensuite, elle a dû s'adapter aux enfants qui sont nés. Enfin, voilà, ça faisait beaucoup de. Puis les règles étaient différentes d'une maison à l'autre, donc pour elle, je pense que ça a été beaucoup de tensions intérieures qu'on n'a pas toujours. Je pense, Manu et moi, peut-être qu'on n'a pas toujours bien pris en compte. On s'est pas toujours rendu compte, à mon avis, de tout ce que elle pouvait intérioriser en fait et prendre sur elle. J'ai une question alors qui peut paraître un peu bête, mais comment t'expliques du coup à ta fille que y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie, parce qu'elle est toute petite en plus, donc comment tu t'expliques que du coup c'est pas son papa et qu'elle va avoir un deuxième papa et qui va être un peu plus présent, et comment on fait pour expliquer ça à un enfant en bas âge ? Moi je lui ai dit d'une façon très directe en fait, mais je lui ai dit voilà. D'abord, quand son père est parti, je lui ai dit, voilà, on s'est séparés, ton père et moi, et puis lui aussi lui a expliqué, et puis ensuite, naturellement, quand j'ai rencontré Emmanuel, je lui ai dit que j'avais un nouvel amoureux, et après, on vivait pas ensemble, on a vécu ensemble beaucoup plus tard, donc on se voyait, on faisait des trucs ensemble, mais c'était pas, il vivait pas, on avait chacun notre appartement, et du coup, il y a eu une progressivité. Mais oui, assez rapidement, on lui a dit voilà que on était amoureux. Que maman aimait un petit quoi. Un autre, que papa et maman l'aimaient amoureux, toujours, j'ai dû lui mais dire. Ouais, voilà. Après, on lui a dit papa et maman sera toujours ton papa et ta maman. Je lui ai dit que, on n'a jamais essayé de lui vendre que Emmanuel serait son papa ou son deuxième papa. Non, on lui a dit c'est ton beau-père. Voilà, mais. Après, elle l'a appelé Emmanuel. 3 ans, c'est ça, c'est que quand tu rencontres quelqu'un si petit, je pense que du coup, c'est peut-être moins dur que de rencontrer un beau-parent à 8, 10 ans, ou même 6 ou 7 ans, où tu commences à comprendre. Enfin, tu vois, 3 ans et demi, c'est quand même tout petit. 3 ans et demi, ils n'ont pas encore de. Tu sais, ils rencontrent une nouvelle personne, ils l'accueillent en fait. Donc, elle l'a accueilli, ça a été assez simple au début. Et après, ça a été plus difficile dans le sens où Emmanuel a pas forcément la même façon de s'adresser aux enfants que le père de Juliette. Donc du coup, pour elle, elle allait régulièrement dire mais moi mon père c'est pas comme ça, etc. Et du coup, ça c'était compliqué pour nous. Le côté c'est pas mon père ou le côté moi chez mon père on me dit pas ça, c'est différent chez mon père. Donc ça c'était il y a eu, mais ça je pense que c'est vraiment le lot de toutes les familles recomposées. Oui, puis elle devait peut-être dire ça aussi à la femme de son père, j'imagine. Comme ça, ma mère dit pas comme ça. Oui, puis c'était vrai, c'est tout ce qu'elle disait, c'était pas elle était sincère et honnête en fait. Donc elle nous disait ce que elle vivait, et pour nous c'était compliqué de s'adapter. Nous on sait pas, en fait, on voit pas ce qui se passe dans la vie de notre enfant quand il est pas là. Donc, la communication était bonne avec son papa. Elle est bonne, mais elle est pas très poussée quoi. C'est assez limité. Succinct. C'est très succinct, et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment ce point-là qui est important, qui impacte énormément la vie de l'enfant, c'est que il vit des choses et que nous on les vit pas, et qu'en fait on se les représente pas. Donc on réagit sans savoir vraiment ce qu'il a vécu. Et c'est un vécu qui dure une semaine, c'est pas un vécu de 5 minutes quoi. Donc l'enfant il doit s'adapter. Quand tu dis ça, je sens beaucoup. Ça a dû faire naître beaucoup d'émotions chez toi, beaucoup de questionnements en lien avec ça. Et c'est pas toujours simple, j'imagine. Pour moi c'était un gros point d'interrogation pour moi de savoir comment elle allait surmonter tout ça. Et puis après on a la vie qu'on a, et je lui ai toujours dit c'est ta donne, il faut que tu fasses avec. Et elle a fait avec, et puis elle a de la ressource, franchement. Elle a beaucoup de ressources. C'est ça, c'est que ces expériences-là développent souvent beaucoup de richesse. On n'a pas le choix de toute façon. Puis il faut avancer. Et puis, je pense que son beau-père, donc Emmanuel, même si parfois c'est un peu explosif, parce que on est une famille recomposée, et que
Je pense que il y aura toujours des ajustements à faire, mais il y a une vraie relation. Il lui a apporté des choses et l'inverse aussi. Et il y a beaucoup d'amour, mais parfois on se le dit d'une façon un peu indirecte. Puis là, 16 ans, ça peut être l'âge aussi. 17 ans, non ? Oui, non, 16 ans. Ça peut être un âge complexe. Enfin, 16 ans, c'est compliqué, 16 ans, ouais. Emmanuelle, t'as vécu ça comment, toi, alors, ces moments plus compliqués ? Ce démarrage super bien quand elle était toute petite, et après, ces remises en question, ces choses que t'as pu prendre peut-être pour des attaques, sur le coup, envers ce que t'étais toi, envers la manière dont tu t'exprimais toi. Oui, comme Amal le disait, au début, effectivement, j'étais le bon copain. On passait du temps ensemble, les déguisements, les jeux. Et puis, effectivement, quand elle a grandi, j'ai senti que Juliette changeait un peu vis-à-vis de moi, plus dans une sorte de rejet, peut-être. Rejet, alors est-ce que c'est naturel ou pas ? Je pense que surtout Amal a tout dit quand elle exprimait peut-être l'enjeu des familles recomposées, qui est que les règles sont différentes d'une famille à l'autre. C'est compliqué pour eux et en termes de repères, c'est changeant, c'est mouvant et c'est pour eux très inconfortable. Et elle exprimait aussi le fait que Juliette, quand elle revenait à la maison après un séjour chez son père, il y avait toujours 24-48 heures de flottement, d'adaptation, de réadaptation. Et en plus du fait que, alors est-ce que c'est le cas de tous les enfants, je ne sais pas, mais ma belle-fille a toujours beaucoup cloisonné, on ne savait pas trop ce qui se passait du côté de chez son père. Et surtout, après, quand elle a grandi, j'ai senti que elle a vécu certainement des choses du côté de son père qui ont fait que vis-à-vis de moi, elle était beaucoup plus méfiante, elle était sur ses gardes. On a compris plus tard pourquoi ça s'est pas très bien passé avec sa belle-mère, voire très mal, et que peut-être qu'à ce moment-là, ça a switché dans sa tête et que j'avais encore moins intérêt de me prendre, comme elle le dit, pour son daron, quoi. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi à appréhender parce que j'avais pas l'impression d'avoir changé grand-chose. J'essayais toujours d'être bienveillant avec aussi ma présence, mon tempérament, mon caractère. Je dis pas que j'ai tout bien fait, mais je crois qu'il y a des choses qui étaient indépendantes de ma volonté. Et j'ai dû observer que ma place auprès de Juliette a dû changer. J'ai dû un petit peu faire un ou deux pas de côté pour lui laisser un peu plus de place, quoi. Ouais, mais peut-être visuellement parce qu'elle avait un véritable travail d'équilibriste à faire quand elle revenait ou danser. C'est ça, une danseuse sur un fil et hop. Et ça, et comme tu dis, Amal, sur le coup, je pense, parce que là, c'est l'image qui me vient, mais c'est en vous écoutant que j'ai cette image-là. Mais je pense que sinon, on peut pas percevoir sur le coup quand on a la tête dans le guidon, dans le quotidien et tout. On peut pas toujours prendre en compte ce que ça demande à un enfant en termes d'adaptation, en effet. Et aussi comme dommage. Non, mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre témoignage, mine de rien, parce que s'il y a des jeunes parents qui viennent de se remettre ensemble, de l'avoir entendu, peut-être que quand l'enfant va grandir, ils se diront: rappelle-toi ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté, et ça peut aider, tu vois. En tout cas, je pense que c'est un des points clés qui nous aurait, qu'on aurait peut-être pu mieux traiter, c'était de prendre ce recul-là. On le savait, c'est pas qu'on était complètement naïf, mais on n'y accordait peut-être pas suffisamment de réflexion et de temps à se dire, là, on va peut-être. Je pense qu'on a fait de notre mieux pour être patient, mais parfois, je pense qu'on aurait pu être un peu plus patient. Et peut-être plus en retrait ou plus à l'écoute. Mais bon, c'est ça. C'est ça, chérie, excuse-moi de te couper vite fait, mais en retrait ou à l'écoute, c'est peut-être l'enjeu un peu périlleux de la famille recomposée. C'est-à-dire que à la fois, on aimerait être plus à l'écoute, en savoir plus de ce qui se passe de l'autre côté, en l'occurrence pour Juliette chez son père, pour peut-être mieux appréhender les choses, les données, et peut-être mieux l'accompagner quand elle est chez nous. Et en même temps respecter complètement le cloisonnement qui font naturellement pour certainement des bonnes raisons. Ils n'ont pas forcément envie de partager tout ce qu'ils font ou pas avec leur père. Est-ce que c'est mieux ou c'est de l'autre côté? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Et en fait, c'est vraiment cet enjeu-là qu'évoque Amal. On pense bien faire, mais on aimerait toujours à la fois en savoir plus et en même temps pas trop s'immiscer, quoi. Pas trop être intrusif sur
quel est l'équilibre de la famille de l'autre côté. Après, je pense que tu viens de dire, en fait, ce qui peut être dit. C'est-à-dire, je serai toujours là pour toi si tu as besoin, je suis là. Mais moi, je veux pas m'immiscer ou paraître indiscret. De lui dire, en fait, ça. Même si c'est une ado maintenant et qu'un ado va envoyer bouler... mine de rien, elle entend, c'est comme les petits, ils entendent, et ils impriment, et ça veut dire que si un jour elle a vraiment besoin, que ça va vraiment pas, je sais vers qui me tourner. Je sais la personne qui m'a dit, si t'as besoin, moi je suis là. Quoi qu'il se passe, moi je suis là pour toi, mais ma place, je veux pas paraître trop présent et gênant. Tu vois, Emmanuel, ce que je veux dire ? Oui, complètement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que dire ça, enfin moi en tout cas, je m'imagine ado ou même quelqu'un qui te dit ça, tu te dis ok, c'est cool, si j'ai besoin, c'est une de mes ressources, ouais. Certainement. Puis c'est une preuve d'amour de dire ça, tu vois. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Amal au quotidien, même si les choses ont encore évolué. Mais oui, je crois que c'est vraiment l'enjeu de la famille recomposée, c'est appréhender le fait que les règles soient différentes et que les vies et les équilibres soient différents, et en même temps pas perdre une occasion pour essayer de gratter un peu des infos pour peut-être appréhender mieux les choses. Donc c'est un exercice. Tu parlais d'équilibriste tout à l'heure. Moi je trouve que l'équilibre, il est là. En fait, moi j'ai vraiment voulu ne pas être intrusive. J'ai vraiment eu ce parti pris de pas aller chercher justement qu'est-ce qui se passe chez papa, etc. Parce que pour moi c'était je voulais pas être intrusive. Ça lui appartenait, quoi. Ça lui appartenait, et je pense que il y a pas de grande vérité absolue. Faut essayer de faire de son mieux. Encore une fois, moi je pense que j'ai fait de mon mieux. Je pense que j'ai pas réussi dans tous les domaines, mais c'est pas évident de trouver le bon équilibre. Ça t'aurait peut-être pas fait non plus un bien fou de tout savoir. Enfin, tu vois, il y a aussi ce côté où est-ce que en tant que parent, tu veux tout savoir sur ce qui se passe de l'autre côté, surtout des choses que tu maîtrises pas. Hein. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment ce parti pris de pas vouloir tout savoir et aussi de penser qu'on peut pas toujours être proactif et que c'est pas parce qu'on va savoir plein de choses qu'on va pouvoir trouver des solutions. Donc parfois c'est assez stérile, et même dans mon travail, puisque je travaille dans la petite enfance et que je suis gestionnaire de crèche, et donc moi j'ai vraiment cette vision de l'enfant qui est que quand il est à la crèche, tu vois, on va pas, je sais qu'il y a des gens qui voudraient voir ce qui se passe pour l'enfant dans les crèches, mettre des caméras presque, des applis pour qu'on leur envoie des photos, etc. Alors que pour moi c'est important que l'enfant il ait son intimité, sa vie propre, et donc je ressens pas ce besoin d'aller chercher qu'est-ce qui se passe quand elle est pas là, etc. Et après, à tort ou à raison, parce que oui, effectivement, je pense qu'il y a des choses qu'elle a vécues que j'ai pas forcément pris en compte. Je pense que ce qui est compliqué, en fait, c'est pas tellement de savoir ce qui se passe, c'est plus les transmissions. Quand je dis les transmissions, c'est le côté professionnel de la petite enfance qui ressort. Mais c'est vrai qu'avec les parents, quand on est séparés comme ça, une bonne relation. On fait pas ce travail de transmission. En fait, il y a pas cette continuité entre les deux maisons. Il faudrait travailler en fait beaucoup plus. L'idéal, ce serait de se dire, ok, on se sépare, mais là, par contre, on favorise l'intérêt de l'enfant, et nos transmissions et les choses qu'on se dit vont faire qu'on va repérer l'un et l'autre quand ça va bien, quand ça va pas, ou quand elle a pu vivre des choses difficiles. Mais pour ça, faut super bien s'entendre. Ça, on le fait pas. Ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est bonjour, ça va, ça va, à la semaine prochaine. Et en fait, du coup, tu n'as pas de travail de continuité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je travaillais tellement à la crèche que je le sais que. Et t'as jamais essayé de lui dire, ok, ce serait cool qu'on se fasse des petites transmissions, enfin, tu vois, non? C'était pas possible. C'est arrivé 1 ou 2 fois, mais qu'on en parle, mais vraiment non. Je pense que la discussion est restée quand même assez superficielle, et finalement, je pense que ça a manqué. Je pense que ça manque. Pour moi, la chance qu'on a, Emmanuel et moi, le point fort dans notre famille recomposée, c'est qu'Emmanuel a un très bon lien aux enfants. Il aime les enfants, donc il a vraiment, il aime Juliette. Et ça, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit. T'as de la chance parce que moi c'est beaucoup plus compliqué, etc. Et de dire un beau-père qui aime sa belle-fille, c'est pas forcément naturel. Il y a des beaux-pères avec qui ça se passe pas comme ça. Et donc ça, c'était notre point fort, je pense, c'est qu'il y avait vraiment l'envie chez Emmanuel d'avoir un lien avec elle et de faire des choses avec elle, etc. D'avoir ce partage, cette vie de famille. Et après, notre point un peu plus faible, je pense, c'est ce côté
transmission, continuité, où en fait elle a dû vraiment beaucoup s'adapter aux deux modes de vie, aux deux vies de famille. Et là-dessus, voilà, je pense que là-dessus on n'a pas eu tout bon, mais bon, on a fait comme on a pu. Bah oui. Et Puis on n'a jamais tout bon. Puis c'est aussi des différentes expériences que naît, comme tu dis, voilà, des compétences, des richesses, des forces. Hein. Et puis ce qui est terrible aussi, c'est dans certaines familles recomposées, c'est que l'enfant qui passe d'une famille à l'autre, en fait, devient un peu un agent secret. Tu sais, quand il va dans l'autre famille, tu sais, c'est un peu la taupe, du coup, qui ramène des informations, tu vois, à la mère ou au père, en fonction du côté, pour dire, la nouvelle chérie de papa, elle est pas... Tu sais, où ils ont fait ça. T'avais pas envie. Et là, c'est vrai que quand l'enfant est entre les deux, c'est pas... Ouais, trop en savoir, c'est délicat après à gérer. Hein. Toutes ces infos-là, t'en fais quoi ? Certaines peuvent être utiles, d'autres, c'est comme dans la petite enfance. Hein. Et le secret partagé, secret professionnel, est-ce que c'est bon de tout dire ? Pas forcément. Plus tu vas provoquer des confidences, plus après va falloir les traiter. Les gérer, et qu'est-ce que tu provoques chez l'enfant aussi, en lui demandant ce qui va pas, tu peux quel rôle générer tu lui encore. Ouais. Mais c'est compliqué, on n'a pas de réponse toute faite, c'est vraiment compliqué. Et alors ensuite, il y a petite sœur qui arrive. Ouais, on a eu la petite Charlotte. Alors je sais pas, Emmanuel, si tu veux nous donner, puis après Amal. Charlotte, elle arrive donc combien de temps ? 9 ans après ? Elle avait 9 ans ? 6 ans. 6 ans ? Ah, 6 ans. Juliette avait 9 ans, mais ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Ouais, ok. Donc, voilà, là pour le coup, ça a été, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai pas de souvenir que Juliette ait eu un problème avec ça, sachant quand même qu'elle avait son demi-frère du côté de son père. Elle avait déjà cette expérience-là, et moi je l'ai trouvé plutôt enthousiaste à l'idée de ce projet quand on lui a présenté les choses. Souvenir que ça s'est très bien passé. Ouais, puis à 9 ans, une petite fille souvent elle est hyper contente d'avoir un bébé à s'occuper. Hein. Ouais. C'est ça, tout à fait. Alors après, ça a été certainement fluctuant au niveau de son humeur, parce que on sentait qu'elle était enthousiaste, mais forcément qu'elle a dû se poser la question de sa place, parce qu'il a fallu encore partager, partager un peu plus l'attention, voilà. Moi, je me souviens une fois, je sais plus où j'avais vu ça, on avait eu une discussion ensemble parce qu'elle était un peu dans ce questionnement. En tous les cas, on était un peu dans ce dialogue-là, pendant qu'Amal était enceinte. Je sais pas si tu te rappelles, chérie, on avait pris une feuille de papier. Je lui avais dit, tu sais, l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Et plutôt que de couper la feuille, j'avais été chercher une autre feuille, autre feuille A4. Et ça avait été une occasion pour lui dire, voilà, n'aie pas peur de perdre quelque chose. Au contraire, tu vas en gagner. Ça va nous, voilà, tu vas en gagner, on va tous en gagner. Donc oui, très bon souvenir de la disposition de Juliette vis-à-vis de la naissance de sa sœur. Oui. Okay. Ouais, elle était super contente, ça s'est très bien passé. Et puis après, comme dans toute famille, il faut que chacun trouve sa place. Donc, mais ça s'est passé, je pense, comme dans n'importe quelle famille. Voilà, le grand, il perd un petit peu sur l'attention de ses parents quand il y a le bébé. Mais en même temps, c'est plutôt bénéfique aussi de plus être le centre, je pense, de l'attention. Puis ça lui donne des responsabilités aussi, plus tôt. Ouais. Alors après, il fallait aussi parfois freiner aussi l'envie de grandir de Juliette, parce que elle est très autonome. C'est une petite fille qui pourrait se dire allez, ça y est, moi je vais faire du babysitting. Enfin, elle était déjà à 9 ans, elle avait envie de prendre les choses en main et tout. Et donc comme dans toute famille, il fallait que chacun trouve sa place. Et elle a vraiment tout de suite été très proche de sa petite sœur, elles s'entendent vraiment bien. Voilà, je pense qu'on est vraiment une famille plutôt cool, quoi, qui s'entend bien avec après chacun a ses phases. Là, c'est sûr que 16 ans, faut encore une fois rechercher sa place d'ado. Et ça, c'est comme n'importe quel ado. C'est pas propre à notre famille recomposée. Non, moi, je pense que c'est après que ça a pu peut-être être un peu plus compliqué. Et là, c'est plus mon point de vue de beau-père qui devient papa. C'est qu'on évoquait tout à l'heure dans les familles recomposées la difficulté d'appréhender les règles différentes d'un foyer à l'autre. Quand on est beau-papa et qu'après coup on devient papa, et le problème s'invite à la maison. J'entends par là que
quand les règles sont peut-être un petit peu gérées, dictées entre guillemets au départ par maman quand il s'agit de Juliette, et il y a eu plusieurs années comme ça jusqu'à l'arrivée de Charlotte, et à partir du moment où Charlotte est arrivée, ça a peut-être un petit peu compliqué les choses. Parce que là, Emmanuel, il dit, mais c'est ma fille aussi à moi. Moi, cette règle-là, est-ce qu'elle me convient tant que ça? Je suis pas sûre. Ok. Ouais. Exactement. Et c'est peut-être là où Amal, elle avait le lead, j'imagine quand même. On a eu quand même 6 ans pour faire connaissance et du coup, je pense que malgré tout, on se connaissait suffisamment bien pour déjà savoir que il y avait des règles qui étaient importantes pour Emmanuel, d'autres qui étaient importantes pour moi. Donc même si parfois c'est un peu électrique, mais dans le fond, vous aviez une base commune, quoi, quand même. On a trouvé une base commune. On a trouvé une base commune, même si initialement on n'est pas forcément exactement sur la même longueur d'onde au niveau éducatif. Mais voilà, on a trouvé une base commune qui fonctionne. Ça, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est vrai que c'est valable dans tous les couples. Hein. Quand il y a l'arrivée d'un enfant, il y a toujours un temps d'adaptation. Voilà, là, Emmanuel, que vous ayez eu Juliette avant ou pas, je peux t'assurer qu'il y a un temps d'adaptation et dans les couples. C'est compliqué. Je pense que c'est les femmes qui ont lu des bouquins et les hommes qui n'ont pas lu de bouquins. Alors là, il parle pour lui, évidemment. Non, je dirais les hommes insuffisamment sensibilisés et les femmes sensibilisées. Romain. Trop du coup, il n'a pas eu à lire le bouquin parce qu'il avait eu Juliette avant. Il avait non, moi, ça m'a quand même mis le pied à l'étrier. Mais tu l'avais pas eu Juliette, tout bébé m'a fait faire mes gammes. Non, mais bon, déjà, là, non, c'est vrai, clairement. Et d'ailleurs, j'appréhendais ce moment. J'avais d'ailleurs dit à Amal, écoute, moi, ok pour le projet, mais jusqu'à l'âge de 3 ans, tu t'en occupes. Je parle de Charlotte. Et l'histoire a voulu que, dès la première seconde, j'étais un papa très présent, à aimer tout faire, des couches, j'allais dire du cordon, couper le cordon à tout le reste, les couches, moucher le nez, voilà, donc je c'est pense aussi comme ça qu'on crée du lien. L'expérience, oui, certainement, que voilà, j'ai eu clairement l'expérience partagée avec Juliette T'as mis le pied préparé à devenir papa. Mais quoi de mieux qu'un peu de vomi sur une chemise pour créer du lien? C'est pas très poétique, mais ça c'est le côté pas glam, mais quoi de mieux qu'un accouchement, c'est pas glamour, du caca, c'est pas glamour. Non, mais quand tu changes la couche d'un enfant, que tu lui donnes le bain, non mais moi je déteste faire ça de manière répétitive, donc je vais pas dire le contraire parce que c'est pas, les femmes aiment pas plus que les hommes faire ça, voilà. Mais des fois il y a des regards qui s'échangent, il y a des trucs hyper forts. Tu vois, dans le fait de faire des soins à un enfant, pas tout le temps, c'est chiant, enfin c'est pénible des fois, pardon. Mais il se passe des moments intenses quand même. Tu vois, tu peux pas. Ah ouais, c'est des moments forts. Moi, je dirais pas forcément que c'est pénible. Non. Pour moi, les moments de soins, c'est vraiment des moments forts avec l'enfant. Et puis, je peux pas dire que c'est pénible parce que t'aimais ça. Moi, c'est d'un point de vue professionnel, tu vois, c'est. Ouais, mais là, on parle de perso, on parle pas de pro. Moi, je te parlais de la répétition. Pas quand tu fais 18 fois par jour. Moi, j'ai eu 2 enfants avec 16 mois d'écart. Il y a eu des week-ends où je changeais 16 couches dans l'après-midi. C'était pénible. Enfin, tu vois, ils faisaient beaucoup caca quand même, non? Non, mais c'était des jours où ils avaient la diarrhée, par exemple, j'en sais rien. Mais je me vois des dimanches après, mon mari était peut-être dehors en train de faire le jardin. Tu vois, je me suis vue changer. Et je me rappelle de ce jour-là parce que j'avais dû les compter. Et je trouvais pas ça drôle. J'avais pas kiffé, si tu veux, c'était pas plaisant. Je mentirais de dire que c'était plaisant. Mais c'est mes enfants, tu vois. Mais c'est tes enfants, donc, voilà, ouais. Il y a une différence entre le métier que tu peux faire, et pourtant, moi, je suis puère, hein, mais t'as pas la même distance émotionnelle. Oui, justement, c'est pour ça, moi. Oui, mais avec mes enfants... Les pros d'enfants qui vont écouter le podcast, ils vont... Mais oui, mais tu sais, mais moi, je suis professionnelle de santé et je suis très au clair avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis une mère qui adore mes enfants, voilà, mais j'adore pas donner le bain tous les jours ou donner à manger tous les jours parce que c'est quelque chose qui se répète tout le temps après des journées de travail. Après, ça peut être différent selon le contexte, selon la personne, selon plein de choses. Et ça n'engage que moi, c'est clair. Il y a des femmes qui adorent faire ça de manière répétitive, mais c'est pas une généralité. On va partir sur la charge mentale derrière. Non, je dis ça pour parler avec beaucoup de femmes. Et puis, comme tu dis, c'est pas non plus. Puis c'est pas non plus la question du savoir si on est une maman ou un papa, en fait, parce que finalement, il y a des mamans qui aiment, il y a des mamans qui aiment pas. Et c'est vrai que Manu s'est révélé adorer s'opcuper de sa fille, alors que initialement, il m'avait dit moi, j'y touche pas tant que c'est un petit truc fragile. Et en fait, il a fait tous les soins. Alors que c'est pas fragile.
Bah si, ça avait quand même un peu au début. Ouais, et pour revenir à la place de Juliette, et encore une fois, l'attention que je peux avoir parfois en tant que beau-père et père, c'est que avec Charlotte, c'est vrai que comme c'est ma fille, je partage peut-être une connivence, peut-être un peu plus d'intimité. Bon, sachant que maintenant Juliette a 16 ans et qu'elle a passé le cap à vouloir tuer père et mère, beau-père au passage et compagnie. Mais je suis assez vigilant avec ça parce que je veux toujours je reste attentif au fait que de laisser la place à Juliette. Je vais forcément, et c'est peut-être un questionnement que j'ai en tant que beau-père, c'est que je me demande si parfois elle vit bien le fait que je puisse être un peu plus dans la connivence avec Charlotte, sa petite sœur, en tant que père, que avec elle au même âge, parce que l'histoire n'était pas la même. Et c'est vrai que parfois ça me questionne un petit peu et je me demande si c'est pas sujet à générer une petite jalousie ou à se trouver pour Juliette la dernière roue de la charrette. En tous les cas, on y est très attentif. Après, elle a aussi son papa. Elle a un beau papa et un papa. Mais c'est vrai que je comprends. De toute façon, dans une famille recomposée, je pense que c'est toujours difficile. Ce que tu viens de dire, Élodie, c'est que l'enfant qui a été né en premier, qui donc est l'enfant séparé, il vit avec son petit frère ou sa petite sœur qui lui a ses deux parents. Et donc c'est pas très juste en fait. La vie n'est pas juste. Moi, je dis toujours à ma fille pour amortir le truc, c'est de lui dire oui, mais en fait la vie n'est pas juste. Donc je dis ça à mon fils. En aussi. effet, la vie est injuste. et c'est pas facile. Et j'ai toujours pensé que c'était pas facile pour elle de. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais là je visualise et je me dis c'est clair. En tant qu'enfant, de voir un autre enfant qui est son demi-frère ou sa demi-sœur, donc on aime aussi, mais qui a la chance lui d'avoir ses deux parents. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est plein de trucs qui se passent pour ton enfant que toi moi personnellement mes parents étaient ensemble, Manu aussi. On n'a pas vécu ça, on sait pas en fait ce que ça génère, ce que ça entraîne. On n'a pas ce vécu. Et puis Juliette elle a ce vécu là, donc bon, Juliette, pas, si tu nous écoutes, tout le monde t'adore, tout le monde t'aime. Ça, je pense qu'elle sait qu'on l'aime vraiment, vraiment, vraiment à la folie. Et que voilà, je pense qu'on est une famille où il y a beaucoup d'amour et elle aime sa sœur. Juliette, c'est une fille qui est très très affectueuse et avec on partage vraiment plein de super moments ensemble. Et puis après, t'as vraiment des phases. Alors, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir un enfant de moins de 10 ans qu'un enfant de 16 ans. Ouais, ok. Tu nous donnes du baume au cœur, là. Non, mais je pense que l'adolescent, il a besoin aussi de prendre ses distances et on le sait. Donc, on doit aussi, nous, essayer de l'accompagner vers son autonomie comme on fait depuis que notre enfant est né. Et c'est l'âge où l'enfant il essaye de prendre son envol, c'est pas facile pour les parents. Donc, c'est une sacrée étape. C'est Jennifer Lopez que j'entendais parler dans une interview dernièrement sur un plateau télé. Non mais elle a une fille qui a 13 ou 14 ans et elle disait oh là là mais qu'est-ce que je regrette, on passe en une fraction de seconde à des tout petits qui sont collés à nous, pour qui on est tout. La chose la plus importante au monde, à quelqu'un qui dit mais rentre pas dans ma chambre, lâche-moi, t'es nul, tout ce que tu fais c'est nul. Et c'était marrant de voir Jennifer Lopez qui est un peu une grande star dire ça en fait, d'être rejetée par ses enfants et de dire en un claquement de secondes j'avais mes petits chéris à côté de moi lovés et qui me mettaient sur un pied. De notre côté, ça a été assez fulgurant vis-à-vis de Juliette. Avec Amal, on partage l'idée qu'à l'âge de 13 ans, on a eu le sentiment qu'on nous avait changé notre gosse dans la nuit. Et je parle de 13 ans, et je le mets peut-être en rapport avec le fait que Juliette ait cette expérience de famille recomposée. C'est aussi délicat pour les parents et les beaux-parents parce que étant dans ce schéma de vie, ça les rend précoces. J'entends par là qu'ils sont précoces sur les agendas, ils sont précoces sur la charge mentale entre guillemets, quelles affaires d'école il faut préparer parce que je vais chez papa ou chez maman, quelles fringues il faut avoir. Et je sais que Juliette, elle tirait des traits pour faire des agendas avant d'avoir l'âge d'avoir un agenda pour bien s'y retrouver. Et ce qui est un peu délicat et peut-être un peu périlleux pour nous à ce stade, c'est de se dire on est content que Juliette prenne son envol, mais c'est peut-être un petit peu tôt et on fait un peu des allers-retours avec Amal, j'ai l'impression avec ça, c'est-à-dire l'envie encore de la protéger et en même temps le fait de la laisser faire ses expériences, prendre la place. Donc là, je suis très content
s'y colle plus que moi étant sa maman, parce que des fois je trouve que elle dit oui à des choses qui me paraissent prématurées pour des sorties, des horaires, etc. Et au moment où je lui dis mais t'es sérieuse, est-ce que c'est raisonnable, je lui dis oui mais je peux pas dire le contraire, déjà parce que j'ai pas trop au chapitre, c'est Amal qui décide, mais aussi à apprécier que Juliette est précoce. Les enfants de famille recomposée sont précoces. Et Juliette aujourd'hui est quand même plus autonome, je pense, que n'importe quelle jeune fille de son âge. Ouais, donc elle a pas 16, mais 18-19, quoi. En tout cas, il y a une certaine maturité. Non, mais c'est vrai qu'ils vivent des choses quand ils sont petits. Dès qu'il y a la séparation, ça leur fait vivre des choses assez dures. Et puis, oui, il y a une maturité qui vient avec la famille recomposée, je pense. Enfin, l'enfant séparé, il est obligé de prendre sur lui. Donc, on a senti. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas ce que ça donnerait si on n'était pas dans ce cadre-là familial. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est toujours un peu difficile de laisser mon enfant grandir. Et ça, je pense que ça va pour tous les parents. Mais c'est un âge où ton enfant, il te dit un peu ciao, quoi. Donc, toi, t'es là, t'essayes de maîtriser. Reste encore un peu. Ouais, c'est un petit deuil. Hein. C'est un petit deuil pour le parent. Alors qu'il n'est pas tout à fait fini. Alors que le bled n'est pas tout à fait fini. C'est un âge difficile. Mais en même temps, parfois. C'est difficile à appréhender, Ouais. Parfois, Manu me dit, mais t'es sérieuse? Et puis moi, je lui dis, mais Manu, elle a presque 17 ans. Qu'est-ce que tu... Enfin, on va pas la garder dans son... retenir, quoi. Non, tu vas pas la garder dans son berceau toute sa vie, quoi. Moi, là, je suis en train de me dire, faut que je profite. Ils ont 4 et 5 ans, enfin 4 et 6 ans, faut que je profite. Mais en fait, ça passe tellement vite. Romain, faut profiter. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça passe très, très vite. Si vous aviez un conseil, on va bientôt s'arrêter. C'était un échange, je trouve, hyper fort, hyper profond, en fait. Et aussi dans le témoignage d'Emmanuel, qui est quelqu'un de très, très sensible, mine de rien, avec ces 2 feuilles qui se rajoutent pour faire une métaphore sur l'amour. Ouais, mais il sait jongler. Ah ouais. Et ça, c'est... Il sait toujours jongler, d'ailleurs. Purée, c'est trop bien, ça. Moi, j'ai jamais su jongler. Pardon? Romain aimerait bien que tu lui apprennes à jongler. Moi, je sais pas jongler, donc moi, je suis toujours impressionné par l'occasion. Si vous aviez une phrase de clôture et quelque chose que vous voudriez dire à des parents qui en sont pas encore là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez dire, Emmanuel? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Peut-être pour rester sur la métaphore de la jonglerie, faire preuve de bienveillance et surtout d'agilité, parce que le beau-père a intérêt d'être agile, à savoir toujours un petit peu remettre en question sa place. Voilà, donc qui n'est jamais acquise. Voilà. Ok, super. Donc là, on t'imagine clairement en train de jongler. Sur un fil. Sur une jambe. Sur une jambe, voilà. Avec un tutu. Non, avec une assiette sur la tête. Et un cerceau autour de la taille. Imagine, total. Et c'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'avoir ce sentiment vis-à-vis de ma fille. Là, je parle bien de ma casquette de beau-père vis-à-vis de ma belle-fille. Je pense que rien n'est acquis. Mais bon, après, tu jongles aussi avec ta fille. Clairement, je pense que c'est un jonglage qui est différent, mais il y a aussi... On tâtonne aussi, quoi, mais ça doit être peut-être plus simple. C'est un peu différent. On n'a pas la place est là, quoi. C'est pas tout à fait la même place. C'est pas la même remise en question, en fait. Quand oui, c'est la ton place, elle est là. Et toi, Amal, qu'est-ce que tu nous dirais pour clôturer? Moi, je dirais que si je devais dire quelque chose à mon moi d'il y a 10 ans, ce serait de vraiment prendre le temps d'observer et d'écouter, de prendre un peu plus de recul. Quand ma fille faisait ses allers-retours entre chez son père et chez nous, je dirais que j'aurais pu peut-être plus approfondir avec Manu, dire on va se fixer, je sais pas, une sorte de sas pour moins réagir, en fait, être moins réactif, être plus à l'écoute, parce que c'est vrai que nous on réagit, on est plutôt des sanguins, on réagit facilement au quart de tour. Et je pense que j'aurais voulu être plus à l'écoute et prendre plus de recul, être plus dans l'observation, tous les deux. Je parle pas que de moi, mais vraiment en tant que parents, tous les deux, pour peut-être lui laisser le temps d'arriver et de se poser, et peut-être un peu plus connaître aussi les règles et ce qui se passait chez son père. Donc faire un peu plus de transmission avec son père. Peut-être que j'aurais pu. Je sais que maintenant il y a des outils qui se développent pour les familles recomposées avec des applis. Ouais, je sais pas si ça marche bien, mais en tout cas, je pense que
si on l'utilise tant à la crèche pour faire la continuité entre le lieu de vie qui est la crèche et le lieu de vie qui est la maison, C'est que ça doit marcher. c'est que ça devrait continuer. Ça devrait aussi être le cas entre deux maisons, quoi. Donc voilà. Ok. Bah, écoutez, un grand merci à vous pour ce témoignage hyper riche. Merci à toi, Romain, de nous avoir, d'avoir été avec moi. Je te laisse clôturer. Oui, merci à vous deux, Emmanuel et Amal, pour ce podcast consacré à ce sujet qui est important, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de familles qui se séparent, qu'est-ce qu'on fait des enfants, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, comment on gère. Merci pour ce témoignage. On retrouvera ce podcast de Parents pas parfaits sur toutes les plateformes de podcast, c'est le cas de le dire. Et toi d'ailleurs, Amal, t'as un podcast? Ouais, moi j'ai un podcast qui s'appelle Référence Petite Enfance et qui parle du travail auprès des tout petits enfants, donc les enfants jusqu'à 4 ans, moins de 4 ans, donc à la crèche. Et c'est un travail dans lequel je fais part de mon expérience. Je reviens sur des process qu'on peut utiliser auprès des jeunes enfants. Et je fais aussi des interviews de pros de la petite enfance, donc comme Elodie qui est intervenue dans dans la saison 2 du podcast. Un super podcast à suivre. Et je dois dire que les épisodes d'Elodie ont eu un grand succès. Donc si les auditeurs de Parents pas parfaits ont envie d'écouter Elodie, il faut les renvoyer vers Référence Petite Enfance pour écouter les petits épisodes. On a fait 5 petits épisodes de 10 minutes. Dans lesquels Elodie parle. D'ailleurs, tu sais, je me dis, je vais les faire écouter à mes élèves cette année. Je suis en train de me dire là. Tu devrais, parce que mais tu je suis en parles train bien. de citer, ils sont vraiment bien. Ouais. T'as pu citer Parents pas parfaits dans le podcast aussi? Tu l'as cité un peu de fois? Je sais plus. Oui, je crois. Je crois que oui, je suis revenue. Elle a parlé Dès de toutes que ses casquettes. je cite podcast Parents pas parfaits. On mettra le lien, Amal, de ton podcast en description du nôtre. Avec plaisir. Écoute, moi je l'ai mis aussi dans le descriptif des épisodes d'Elodie. Je vais tout de suite aller vérifier si. Oui, attention, je vais regarder. Amal, Emmanuel, merci beaucoup pour votre participation au podcast de Parents pas parfaits. Et à très bientôt. Bonne continuation à vous. À très bientôt. Bonsoir les bons parents. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.